and make sure you watch every word of this presentation. What you are about to see and hear may shock you, but it may also save your life. Let's get started. As far back as 1808, studies had been done proving sugar was not only unhealthy, but actually toxic. Believe it or not, sugar manufacturers were pulling PR stunts back then, as they do today. In 1808, the Committee of West India, a large sugar conglomerate of the time, appeared before the British House of Commons to offer a prize of 25 guineas, about $1,000 in today's coin, to anyone who could show an experiment that proved sugar was good for feeding and fattening cows, hogs, and sheep. Food for animals has always been expensive. Sugar was extremely cheap, so many farmers took on the challenge, hoping for good results. The 25 guineas would be just a bonus to the new, cheaper food supply. But as you may have guessed, the attempts were a disaster. Many resulted in the death of livestock. One member of Parliament, John Kirwan, took on the challenge himself, trying to feed sugar and molasses to his calves. After the experiment of this well-known, highly ranked politician failed, the Committee of West India gave up. Then, in 1816, the well-known French physiologist F. Magendie did an experiment of his own involving dogs. He determined that dogs fed with water containing sugar and olive oil wasted away and died faster than dogs fed with water alone. This showed sugar not only had no nutritional value, but actually caused negative effects. This shut the sugar manufacturers up, but just for the time being. Flashback to 1957. Fat was out. The food industry had found foods packaged with sugar were winning every time. Robert Lustig of the University of California, San Francisco, revealed that sugar is just as addictive to the human brain as cocaine, setting off the same dopamine triggers and forcing us to crave. So, what is the result of all this? What do these unnatural things actually do once we put them in bodies? Why did the dogs in F. Magendie's study die faster when sugar was added to their diets? Why are more people getting sick than ever before? Why are more people suffering from obesity than ever before? And why is cancer predicted to soar by 50% by the year 2020? The answer may frighten you, as it did me. Doctors are now saying it could be the widest spread health hazard to hit North America since cigarettes, polio, HIV, or hepatitis. In our lifetimes, this one thing will affect more Americans than all four of these combined. In 2005, molecular biologists at Rice University estimated it was already affecting 70% of the American population. What is it? It's the consequence of the unnatural elements we've been exposed to, and the deep, dark secret the food conglomerates are right now, as we speak, spending millions of dollars to try and sweep under the rug. They have some help from the killer itself, because this disease takes over your body from the inside. Most never even know it is there, until it's too late. Its name is Candida, otherwise known as the American parasite. Candida is a type of fungi, a single-celled member of the yeast family. Where did it come from? Was it carried over on a boat from Africa? Or did it come from livestock? Actually, no. Candida is a natural resident of your digestive tract, along with 25 trillion other bacteria, some good and some bad. So long as the balance stays in order, which scientists say now is 80% good bacteria to 20% bad, your digestive and immune systems will continue to function normally. But here's where the problem starts. Candida is a member of the yeast family. And do you know what yeast likes to eat? You guessed it. Refined sugars, artificial sweeteners, and preservatives. All of the things that have been added to our food supply in just the last 50 or so years. Maybe you did the experiment back in science class, where you put yeast on a petri dish and fed it sugar to get it to grow. That's what's happening in your stomach right now. Let's take a look at that picture again. These are Ton pseudopode à gauche et puis l'endoplasme ici à droite. Alors, vous voyez le noyau tout là-haut et vous voyez qu'elle s'est nourrie d'une vingtaine de globules blancs la veille. Alors, elle est complètement repue, elle a bien mangé, elle a mangé tous les globules blancs qui, normalement, devrait nous défendre. Et puis là, ben, il reste du globule blanc que les enzymes qui vont être délestées sur les fibres et l'os sous-jacent pour aller les détruire. Alors, on va bien les traîner. On va bien ici confirmer à fort grossissement, Mélix,
pour nous assurer que c'est bien une amibe. Elles se déplacent un tout petit peu, parfois elles sont plus rapides, parfois plus lentes. Elles dorment, elles vivent, elles font les bébés et puis elles mangent. Alors voilà, c'est un petit être vivant qui se balade là. Aussi, alors ici vous avez un énorme trichomonas, c'est un peu monstrueux avec son noyau au centre. Vous allez voir les flagelles, 4 flagelles qui apparaissent en haut à gauche, soudainement. 4 flagelles qui lui permettent de se nourrir. Voilà. Et puis, vous avez un petit trichomonas à droite, la forme habituellement normale. C'est là vraiment particulièrement énorme, peut-être une autre sorte. Il y a différentes sortes de trichomonas. Alors, regardez les trichomonas, ça fait une maladie vraiment plus agressive. Si vous avez trichomonas et amibe en même temps, c'est vraiment très agressif. Alors l'amibia, c'est une parasito-digestive qui est due à des parasites qui sont spécifiques de l'homme. Et donc l'amibia, elle a une forme digestive qui est sans caractère de gravité, mais elle peut se présenter sous une forme tissulaire, donc qu'on appelle l'amibiase hépatique, parce que c'est le foie qui est le plus touché, donc l'amibiase hépatique, et qui, elle, est grave et qui est responsable d'un taux de mortalité dans le monde qui est relativement important, puisque c'est la 3e parasitose responsable de morbidité dans le monde, et ça tue environ 50 000 à 100 000 personnes par an. Les amibes, c'est une grande famille. Le parasite mature se retrouve au niveau du tube digestif de l'homme et sous une forme de résistance qu'on appelle des kystes. Donc ils sont résistants dans l'environnement et qui sont éliminés dans l'environnement avec les selles au moment de l'émission des selles par l'homme. Et donc ce sont ces formes kystiques qui sont résistantes dans l'environnement, qui vont contaminer les sols, qui vont contaminer l'eau, et donc la contamination d'autres personnes va se faire par contact, alors soit en buvant de l'eau, soit en touchant le sol, en manipulant le sol, par exemple en faisant du jardinage et ensuite en portant les mains à la bouche, soit en ingérant des légumes, des végétaux qui étaient en contact avec des sols contaminés et qui n'ont pas été suffisamment lavés, non cuits. Là-haut, et vous voyez qu'elle s'est nourrie d'une vingtaine de globules blancs. Au sein du tube digestif, une partie des parasites peut pénétrer plus profondément dans les tissus et le tissu de prédilection, c'est le foie, donc elles vont migrer, ces formes végétatives du parasite vont migrer au niveau du foie, principalement, c'est l'organe de prédilection, mais ça peut aussi atteindre d'autres organes, comme par exemple le cerveau ou le poumon, histolytica. Bon, s'il a une forme digestive, on ne peut pas exclure que certains parasites sont en train de migrer pour aller donner une forme tissulaire. Donc il est important en fait d'associer, pour bien conduire le traitement, il est important d'associer les deux molécules.